De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Charles-François Péronne. Bonjour. Merci de m'accueillir. On est ravis. Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler d'une charte. Elle est ici. C'est ça, je peux la piquer ? Bien sûr. La voici, cette charte. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose à l'antenne, mais vous allez la retrouver sur le site. Une charte que vous avez contribué à mettre en place, une charte d'engagement LGBT+, de l'enseignement supérieur. Concrètement, ce texte permet de mieux inclure et de mieux protéger justement les personnes LGBT au sein des entreprises. La charte existe. Surtout de l'enseignement supérieur. Et voilà, justement. C'est ça. La charte existait déjà pour les entreprises, mais pas pour l'enseignement supérieur. Exactement. Alors racontez-nous justement pourquoi avoir inclus ça. Me paraît assez logique comme réponse, mais j'aimerais comprendre la démarche et pourquoi on a mis finalement autant de temps. Alors c'est vrai que c'est une charte qui existe depuis 2012, qui a été lancée du coup pour le monde du travail à l'initiative d'Accenture et de l'autre cercle. Et donc c'est une charte du coup qui engage les employeurs publics et privés à créer un environnement de travail qui soit bienveillant et inclusif pour tous leurs employés LGBT+. Et c'est vrai que du coup cette charte a été signée également par des établissements d'enseignement supérieur, mais ils ne s'engageaient qu'auprès de leurs employés. Et donc on s'est dit, dans un établissement d'enseignement supérieur, il n'y a pas que des employés, il y a aussi du coup des étudiants. Donc ce serait bien de modifier un petit peu cette charte-là existante pour que du coup soient inclus les étudiants, en sachant que on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes d'LGBT-phobie dans l'enseignement supérieur. Et donc cette charte-là, avant tout, je l'ai initiée pour justement les étudiants LGBT+, qui aujourd'hui ne se sentent pas bien dans leur basket et qui ont cette charge mentale permanente et cette peur qu'on apprenne qu'ils sont LGBT+, et du coup cette peur d'être discriminés et de subir du coup des violences qui peuvent être psychologiques, verbales, voire physiques. On rappelle ce que ça veut dire, LGBT+, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas. Lesbienne, gay, bi, trans. Et donc, dans le plus, on a aussi tout ce qui est intersexe, asexualité, pansexuel, les aromantiques, etc. Alors, quand on parle d'homophobie, souvent, on imagine que ça pose problème à l'ancienne génération. Et ce n'est pas forcément vrai. En fait, ça peut être aussi le cas pour la nouvelle génération qui ne sent pas forcément, soit peut-être parce qu'elle ne connaît pas, et c'est souvent le cas. Quand on ne sait pas, on a peur. Oui. Et finalement, quand on sait, quand on apprend, tout d'un coup, les peurs disparaissent et le lien se fait. Il fallait aussi peut-être écrire cette charte aussi pour cette nouvelle génération ? Exactement. Donc là, on a écrit cette charte-là, enfin en tout cas on a modifié cette charte-là en partenariat avec le CAELIF et la FAGE. Donc le CAELIF qui est le collectif étudiant des associations LGBT+ d'Île-de-France et la FAGE qui est la fédération du coup des associations générales étudiantes et qui regroupe du coup, donc le CAELIF c'est à peu près 18 associations LGBT+ d'établissements d'enseignement supérieur comme Centrale Supélec, HEC, ESSEC, etc. Et la FAGE du coup regroupe 2000 associations étudiantes et il s'occupe plutôt du bien-être général du coup de l'étudiant. Et donc le dernier baromètre du CAELIF qui date de 2020 a interrogé à peu près 2000 étudiants sur ce qui se passait du coup dans l'enseignement supérieur au niveau de l'inclusion des étudiants LGBT+. Et donc dans les chiffres qui sont assez marquants, on a un étudiant sur 3 qui a été témoin d'LGBT-phobie dans son établissement, un étudiant LGBT+ sur 10 qui a été victime d'agressions homophobes, et surtout on a 85% des étudiants qui ne remontent pas les faits à l'administration. Et aussi 2 étudiants sur 3 qui n'ont pas connaissance du coup d'une politique d'inclusion dans leur établissement. À côté de ça, il y a une enquête du coup qui a été révélée par Mediapart en janvier 2020 sur les grandes écoles et tout ce qui est sexisme, racisme et homophobie dans les grandes écoles, avec des témoignages d'étudiants qui ont été victimes de tous ces types d'agressions-là, et qui a révélé vraiment des événements mais que je considère comme atroces et ignobles, de méchanceté, de dégradation de la femme, qui est considérée comme un objet sexuel, d'étudiants LGBT+ qui ont été outés dans leur établissement, dans des espèces de gazettes qui est distribuée. Outés, ça veut dire dont on a dit en fait qu'ils étaient exactement. Donc par exemple une étudiante lesbienne qui s'est retrouvée du coup sur le site un peu officieux qui était lu par tous les étudiants, vu par tous les étudiants de l'école et qui a été outée du coup sur ce site. D'autres exemples, par exemple un étudiant LGBT gay du coup dont la chambre a été saccagée sur le campus en raison de son orientation sexuelle, avec des photos déchirées de lui et de son petit copain, du lubrifiant mis de partout sur ses murs. Enfin voilà, c'est ce type d'agression là. Même un étudiant hétéro qui s'est amusé à aller sur une application de dating gay
pour voir du coup qui étaient les étudiants gays autour et les outer pareil. Enfin, c'est des choses très violentes. Est-ce qu'ils ont été punis, ces gens-là? Parce qu'on a l'impression que dans les établissements, les LGBT ne sont pas protégés en réalité, et qu'il n'y a pas non plus de sanctions pour ceux qui les agressent. Toutes les violences, en fait, parce que c'est LGBT, les femmes, les hommes, peu importe. Bien sûr. Alors déjà, il faut que les étudiants se sentent en confiance de pouvoir, du coup, remonter ces faits-là, et on voit que 85% d'entre eux ne le font pas. C'est beaucoup, hein. Parce qu'ils pensent que voilà, ça va les desservir. Et dans les enquêtes du coup qui ont été faites par du coup Mediapart, on voit aussi qu'il y a une certaine forme de latence du coup des établissements qui savent pas forcément par quel bout prendre les choses, des fois qui ont pas peut-être envie d'avoir une mauvaise pub de l'école, etc. et qui par exemple des fois mettent un peu les choses sous le tapis et n'agissent pas. Donc c'est pour ça que cette charte est très importante parce que les établissements vont vraiment s'engager. Donc il y a 4 engagements du Alors coup. justement, on y vient, oui. Exactement. Quels sont ces engagements qu'ils prennent quand ils signent cette charte? Donc le premier, c'est de créer un environnement d'études et de travail, donc c'est parce que c'est à la fois pour leurs employés, donc personnel administratif et enseignants, et à la fois pour les étudiants, de créer du coup un environnement de travail et d'études qui soit bienveillant et inclusif. Donc là, c'est comment est-ce qu'on sensibilise la direction de l'établissement, comment on sensibilise du coup le personnel administratif, les étudiants, la direction du coup de l'école ou de l'université. Deuxième engagement, c'est de veiller à une égalité de droits et de traitement, peu importe l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la personne. Donc là, on arrive plus sur un volet RH. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des collaborateurs dans le monde du travail qui ne vont pas activer leurs droits RH. Par exemple, mettre un conjoint de même sexe sur sa mutuelle, parce qu'ils ont peur que du coup ça se sache du coup dans tout l'établissement. Voilà. Donc c'est des choses qu'on essaie de dire aux établissements, voilà, soyez attentifs, faites attention à la confidentialité du coup des données qui sont traitées par exemple par les RH. Ça va être aussi, par exemple, accorder un droit de congé parental pour un enfant issu, par exemple, né d'une GPA qui n'est pas forcément reconnue par l'État. Et pourquoi, pardon, quand je vous écoute, pourquoi, et cette question se pose souvent, mais je vous la pose, pourquoi l'orientation sexuelle anime autant de fantasmes chez les gens de manière générale? Pourquoi cela, tout d'un coup, devient soit un problème, soit une différence inacceptable ou inavouée, ou une situation qui met en péril quelque chose? Alors moi j'ai mon propre avis là-dessus. Je pense que dans la société, et ça remonte à très longtemps, il y a aussi la religion aussi qui est impliquée là-dedans, qui dit clairement du coup que c'est un péché. Donc quand on éduque du coup tout un ensemble de populations en disant voilà c'est un péché, on doit être c'est un homme et une femme, c'est pas 2 hommes ou 2 femmes. Ça crispe ensuite derrière quand on voit du coup dans la réalité du coup ces types d'amour qui peuvent exister. Et je sais pas. Et qui ont d'ailleurs toujours existé, hein, évidemment. Dans l'Antiquité, c'était tout à fait admis. Bien sûr. Dans les plus grands peuples depuis antiques. toujours, et c'est admis par beaucoup de monde, fort heureusement, depuis très longtemps, mais même dans beaucoup de religions, et on l'a vu malheureusement des histoires terribles qui se sont passées, notamment chez les catholiques aussi, avec bien 2 hommes souvent qui se sont retrouvés. C'est des histoires aussi compliquées. La religion, j'entends, mais c'est pas forcément un argument. Bien sûr. Après, moi, je peux vous dire que pour mon histoire personnelle, j'ai vécu, par exemple, des LGBT-phobies depuis très tôt. Par exemple, moi, la première fois qu'on m'a traité de PD, j'avais 9 ans. La première fois qu'on a essayé de me frapper, j'en avais 10. Frappé parce qu'on disait de vous que vous étiez gay? Parce que j'étais un peu féminé et que j'aimais bien parler, rester avec des groupes de filles, j'aimais bien jouer au Barbie, etc. Donc, les garçons ne comprenaient pas ça. Et même moi, quand j'étais petit, je comprenais pas. Enfin, je n'avais pas encore bien conscience que j'étais gay. Et pour moi, c'était quelque chose, que je connaissais pas. Et donc très vite, j'ai appris la haine que pouvait engendrer du coup la différence. Et très tôt, j'ai appris du coup à me faire discret, à ne pas être moi-même, à faire attention à ce que je dis. Et donc ça a perduré. Au collège aussi, j'ai été menacé. Au lycée, alors ça s'est un peu plus calmé au lycée, mais j'avais quand même toujours des sous-entendus, des petites moqueries. Et pour autant, on en parle davantage aujourd'hui, et c'est bien justement que vous êtes là, on en a parlé très souvent sur ce plateau. On veut faire en sorte que la société soit beaucoup plus inclusive de manière générale, justement, accepte toutes les différences. Et pour autant, on voit de plus en plus d'actes d'homophobie. Et c'est pour
important d'ailleurs que cette charte existe. Oui. Et donc là, donc moi, quand je suis arrivé dans l'enseignement supérieur, donc du coup, j'avais cette coquille-là, et je pense que j'ai pas profité pleinement de mes études parce que, voilà, je faisais attention à ce que je disais. Et en fait, l'enseignement supérieur, c'est quand même un lieu, alors où on apprend, mais c'est aussi un lieu où on socialise, où on crée des liens d'amitié avec des personnes. Et c'est important de pouvoir être soi-même, de pouvoir dire, voilà, moi j'ai un petit copain, j'ai une petite copine, peu importe si c'est le même sexe ou pas, de pouvoir raconter ses week-ends, de pouvoir s'inclure du coup dans une vie d'études, d'étudiants. Et moi, c'est que j'étais un peu plus en retrait, j'hésitais à aller aux soirées parce que j'avais peur, voilà, qu'on apprenne que j'étais gay, etc. Et j'ai pas pleinement profité du coup de ces études-là. Donc là, nous on fait cette charte-là pour que les établissements justement créent cet environnement de travail et d'études qui soit bienveillant et inclusif, pour former les étudiants à être les collaborateurs et les leaders bienveillants et inclusifs de demain. Ça, c'est très important. Et aussi, ils s'engagent en signant cette charte-là à avoir une tolérance zéro envers les cas de discrimination et d'agression qui pourraient avoir lieu du coup au sein de leur établissement. Alors la charte, c'est très bien. Je me mets quand même à la place du chef d'établissement qui a 55, 60 ans. Ça le dépasse complètement. Il va prendre la charte, il va la lire, il va dire oui, pas de problème, on va le faire. Néanmoins, peut-être que dans le quotidien, ça va passer au bout de 3-4 mois. Quels outils vous mettez en place pour vous assurer que cette charte est réellement respectée derrière les bonnes intentions? Alors déjà, avant de pouvoir signer, il y a tout un process du coup de signature où il y a 4 réunions de travail qui sont réalisées. Donc c'est moi qui les anime avec du coup les équipes des établissements d'enseignement supérieur. Donc ça va être des RH, autres du coup personnes des ressources humaines, ça va être le directeur ou la directrice de l'inclusion et de la diversité de l'établissement. Il y a des étudiants aussi qui sont invités à ces réunions-là et je les accompagne à créer des plans d'action. Donc là, typiquement, il y a une réunion qui est dédiée aux étudiants. Et par exemple, je vais reprendre le cycle de vie de l'étudiant. Par exemple, depuis si c'est une école de commerce qui a des concours, depuis la candidature à l'école, les oraux, etc., en passant du coup par l'arrivée dans l'établissement jusqu'au départ. Et je vais reprendre certains moments et je vais dire par exemple, voilà, imaginons, voilà, je suis étudiant LGBT+, je m'intéresse à votre établissement. Moi, le premier réflexe que je vais avoir, c'est d'aller sur votre site web. Est-ce que vous avez une page diversité inclusion? Donc là, soit l'établissement me dit oui, soit me dit non. Et s'ils me disent non, je leur dis voilà, ce serait bien que vous ayez ça parce que ça va être hyper rassurant pour un étudiant de voir qu'il y a des choses qui sont faites sur l'inclusion LGBT+. Autre cas, je vais leur dire voilà, malheureusement, je suis étudiant LGBT+, j'ai subi ma première agression LGBT-phobe dans votre établissement. Comment est-ce que vous le traitez? Est-ce que vous avez une procédure claire? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont établies? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse mail ou un référent auquel du coup je peux m'adresser? Et donc sur tout ce parcours-là, je vais donner des idées de bonnes actions et des bonnes pratiques qui va leur permettre de faire leur plan d'action. Je suis désolée, voilà. Je vais devoir vous couper parce qu'on ne peut pas rester, mais j'ai bien compris effectivement tout le parcours que vous avez mis en place. Et au bout de 3 ans, on revient. Au bout de 3 ans, on refait le point et on se donne le droit du coup de lever le titre de signataire si on voit que rien n'a été fait par l'établissement. On a compris pour cette charte donc, qui existe maintenant d'engagement LGBT+. Merci beaucoup Charles-François Perronne d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes bénévole au sein de l'association L'Autre Cercle qui aide à inclure les personnes LGBT+, au sein des entreprises. Donc maintenant, grâce à cette charte aussi au sein de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est